La grande salle du Forum du Sahel pour la paix et la souveraineté s'élevait majestueusement au-dessus de ses invités, drapée de tapisseries ouest-africaines dont les motifs complexes murmuraient des récits de lutte et de résilience. La lumière douce du crépuscule filtrait à travers les hautes fenêtres cintrées, projetant de longues ombres sur le sol en marbre poli, telles des observatrices silencieuses de ce qui allait se dérouler. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré une flamme inébranlable, alors, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, d'un nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'être témoins de l'histoire, nous allons l'écrire. Un à un, les dirigeants venus de toute la région prirent place. Certains échangèrent des salutations formelles avec l'aisance de l'habitude. D'autres restèrent silencieux, les traits marqués par la fatigue et la tension. Une inquiétude planait dans l'air, une fracture silencieuse entre générations et visions de l'avenir de l'Afrique. Parmi eux se trouvait Ibrahim Traoré. Plus jeune que la plupart, mais d'une assurance indéniable, sa seule présence faisait naître des murmures. Il ne portait pas son autorité comme une armure. Il la portait comme une mémoire, lourde, pressante, vivante. Il savait que ce moment était crucial. Le forum n'était pas qu'un symbole, c'était un champ de bataille d'idées, et l'avenir du Sahel en dépendait. À sa gauche, Mariama Diallo, célèbre militante et défenseur infatigable des mouvements de jeunesse à travers le continent, se pencha vers lui, la voix basse mais déterminée. « Tu ne portes pas seulement le Burkina Faso, dit-elle en lui saisissant le bras, tu portes le poids d'une génération. Ils doivent t'entendre. » Traoré acquiesça d'un signe de tête, inspirant profondément tandis que son regard balayait la salle. Il les vit tous, des chefs traditionnels ornés d'or, des diplomates en costume taillés sur mesure, des révolutionnaires avec des flammes dans les yeux. Certains l'observaient avec curiosité, d'autres avec un scepticisme silencieux. Mais tous, qu'ils soient alliés ou adversaires, attendaient quelque chose de différent. Alors Alassane Ouattara, le vieux sage et pilier de la continuité, se leva pour prendre la parole. Son discours, soigné et préparé, invoquait le langage familier de la stabilité économique et de la coopération internationale. Il s'exprimait avec le poids de l'expérience, citant des graphiques, des chiffres de croissance et des partenariats institutionnels. Pour beaucoup dans la salle, cela paraissait raisonnable, voire rassurant, mais pas pour tous. Traoré observait la salle attentivement, notant la tension dans les bras croisés, les froncements de sourcils discrets, la jeune déléguée au fond qui secouait la tête, déçue. Les mots, bien que soigneusement choisis, ne parlaient pas à la douleur vécue de se rester en marge, les agriculteurs étranglés par les dettes, les jeunes réduits au silence par la dépendance étrangère. Et puis, ce fut son tour. Il se leva lentement, s'approcha du pupitre et ajusta le micro avec un calme délibéré. Un instant, il ne dit rien. Il se contenta de regarder un par un les visages devant lui, comme s'il cherchait une vérité partagée cachée entre eux. « Nous sommes ici aujourd'hui », commença-t-il d'une voix posée, non pas simplement pour débattre d'accords et de politique, mais pour décider du type d'Afrique que nous voulons construire. Quelque chose changea. Visiblement. Certains se penchèrent en avant, les yeux soudain aiguisés par l'intérêt. D'autres, surtout ceux assis près d'Ouattara, se raidirent dans leurs fauteuils, échangeant des regards lourds de prudence, peut-être même de crainte. L'affrontement avait commencé. Traoré ne broncha pas. Il s'avança davantage vers la vérité. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré une flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, d'un nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble,
Nous ne ferons pas qu'être témoins de l'histoire, nous allons l'écrire. Il parla du colonialisme. Non comme d'une leçon d'histoire, mais comme d'une blessure encore ouverte sous la peau des politiques modernes. Il nomma les dépendances déguisées, ces soi-disant partenariats qui prenaient plus qu'ils ne donnaient. Il ne fit pas appel à la théorie, mais à la réalité, celle de nations pillées de leurs richesses, endettées par conception, piégées dans des cycles maquillés en développement. Et alors que ces mots s'élevaient sous les voûtes de la salle, certains dans le public acquiesçaient lentement, d'autres serraient la mâchoire. Car au-delà de la politique, Traoré faisait quelque chose de plus dangereux que la simple défiance. Il disait la vérité. Chaque mot prononcé par Traoré semblait forgé, non pour impressionner, mais pour heurter, pour toucher les nerfs à vif de la société africaine. Nous ne pouvons plus être les pions d'un échiquier contrôlé par des mains étrangères, déclara-t-il, la voix ferme, mais tranchante. Un murmure parcourut la salle. Certains laissèrent échapper un souffle de surprise. D'autres hochèrent la tête. Alassane Ouattara reagit. Il se leva, le visage fermé, la voix cinglant l'air. Jeune président, lança-t-il avec une autorité froide, la réalité est bien plus complexe que vos slogans idéalistes ne peuvent le comprendre. Nous avons besoin de solutions concrètes, pas d'utopie. Le silence tomba comme un rideau. Tous les regards se tournèrent vers la scène. L'atmosphère venait de basculer. Ce n'était plus un débat. C'était une mise à l'épreuve. Sans ciller, Traoré se tourna vers lui. Si la réalité est si complexe, répondit-il, calme et posé, alors pourquoi acceptons-nous encore des solutions simplistes qui ne profitent qu'à une poignée de privilégiés? Il y eut un instant suspendu, puis quelques applaudissements, dispersés, provenant d'une section du public. Ce n'était pas fort, mais c'était sincère. Ahmed Keita, le diplomate sénégalais connu pour sa neutralité, observait depuis l'allée centrale, le visage impassible. Il comprit aussitôt. Ce n'était pas un simple échange d'opinions. C'était un tournant. Le moment qui allait définir le ton de tout le forum. Au premier rang, Mariama Diallo sentit une fierté monter dans sa poitrine. Ibrahim tenait bon pas seulement pour lui-même, mais pour toute une génération trop longtemps réduite au silence. Elle savait que cette confrontation n'était pas simplement politique. Elle était symbolique. Une bataille entre l'ancien et l'émerge, entre le contrôle et la libération. Mais elle savait aussi qu'il ne suffisait pas de nommer le problème. Des solutions seraient exigées. Elle se fit une promesse intérieure, l'aider à transformer sa vision en viabilité. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré une flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, d'un nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'être témoins de l'histoire, nous allons l'écrire. En coulisses, les conseillers d'Ouattara commencèrent à chuchoter dans la salle, distillant le doute. Dangereux, disait-il. Radical. Irrealist. Une menace pour la stabilité. Mais pour chaque diplomate qui arquait un sourcil, deux jeunes délégués étaient désormais captivés par Traoré. Certains l'approchèrent pendant les pauses, avides d'échanger, d'écouter. D'écroider. Le forum se scindait. Non pas dans le chaos, mais dans la clarté. Et au fil des heures, Traoré comprit une chose essentielle. Le combat ne faisait que commencer. Avant de descendre du pupitre, il balaya une dernière fois la salle du regard. Notre avenir, dit-il lentement et avec intensité, sera décidé par nous, et non par les intérêts des autres. La salle explosa, non pas en applaudissements, mais en conversation. Le hall bourdonnait. Les délégués murmuraient, débattaient, se disputaient. La fracture était désormais ouverte, et elle ne se refermerait pas facilement. Dans les jours qui suivirent, les ondes de choc de son discours résonnèrent encore. Des groupes de jeunes leaders commencèrent à se rassembler dans les recoins du bâtiment de la conférence, partageant leurs notes, remettant en question les idées reçues, rêvant ensemble. Ces mots avaient déclenché quelque chose de plus puissant que l'indignation. Ils avaient éveillé la possibilité.
Mais la résistance persistait elle aussi. Nombreux étaient ceux qui continuaient de soutenir Ouattara, rejetant les idées de Traoré comme naïves, sont-on comme dangereux. Le forum était devenu le reflet du continent lui-même, divisé, en quête, mais vibrant de vie. Pendant une courte pause, Ahmed Keita s'approcha discrètement d'Ibrahim. « Ton courage, lui dit-il, était admirable. Mais maintenant, tu dois nous montrer que tes idées peuvent vivre. » Ces paroles restèrent ancrées dans les pensées d'Ibrahim bien après la fin de leur échange. Cette nuit-là, et celles qui suivirent, il dormit peu. Il n'était pas hanté par le doute. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré une flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, d'un nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'être témoins de l'histoire, nous allons l'écrire. Ce qui le consumait, c'était la question qui allait désormais tout déterminer. Comment transformer une révolution de mots en réalité? Il savait qu'il ne pourrait pas y parvenir seul. Si sa vision devait dépasser les discours et les idéaux, Ibrahim avait besoin d'alliés. Et il en trouva une en Mariama. Elle devint la pierre angulaire de ses efforts, apportant des récits venus des villages et des villes où les communautés avaient prospéré grâce à des initiatives fondées sur l'autonomie. Des fermes durables aux écoles alimentées par des panneaux solaires, elle offrait la preuve que la libération n'était pas un rêve, elle était déjà en marche. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un premier plan d'autosuffisance régionale fondé sur l'agriculture, l'éducation et la technologie accessible. C'était ambitieux. C'était audacieux. Mais c'était réel. À mesure que leurs idées gagnaient du terrain, l'opposition aussi se renforçait. Les membres de la délégation d'Ouattara faisaient discrètement circuler des murmures. Ils parlaient d'instabilité, de radicalisme dissimulé sous un optimisme juvénile. La pression montait. Le regard porté sur eux devenait plus perçant. Traoré le sentait dans chaque fibre de son être. Tard dans la nuit, il était assis avec Mariama, sous le bourdonnement discret d'une lumière vacillante. Parfois, avoua-t-il, je me demande si j'en fais assez, ou si c'est même possible. Mariama posa doucement la main sur son bras. Le fait que tu te poses cette question prouve que tu es toujours la bonne personne pour diriger. Le troisième jour du forum, Ibrahim se présenta devant l'Assemblée avec une proposition complète. Il utilisa des diapositives, des graphiques et des témoignages venus de vraies communautés. Sa voix était calme, sa vision limpide. Il ne parla pas de révolution. Il parla de résilience. La salle écoutait, non plus simplement par politesse, mais avec une attention croissante. Ses paroles n'étaient plus des idéaux abstraits. Elles devenaient des plans concrets. Le dernier jour, il retourna une nouvelle fois au pupitre. Cette fois, il présenta une feuille de route complète pour revitaliser l'économie régionale, enracinée dans les histoires de réussite que Mariama avait contribué à mettre en lumière. Son discours était imprégné de vrais noms. Debrayes Bies, un pêcheur ayant lancé une coopérative. Un enseignant ayant construit une salle de classe avec des briques d'argile. Une mère ayant dirigé une banque de semences pour son village. Chaque histoire frappait en plein cœur. Même Alassane Ouattara, assis raide sur le côté, ne put cacher le changement dans son expression. Quelque chose s'était adouci. Les fissures du doute laissaient place à une lueur de reconnaissance. Lorsqu'Ibrahim conclut par ces mots, « Notre avenir ne sera dicté par personne d'autre que nous-mêmes », la salle explosa. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre. Les délégués se levèrent. L'instant n'était plus politique. Il devenait historique. Et puis quelque chose d'inattendu. Alassane s'y leva. Il demanda le micro. Après un long silence, il prit la parole. « Peut-être ai-je sous-estimé la force de cette nouvelle génération, dit-il. Peut-être ai-je oublié ce que cela fait de croire en quelque chose. » Il ne sourit pas. Il ne se rendit pas. Mais dans ses mots résonnait une reconnaissance discrète que le monde était en train de changer. La salle retomba dans le silence,
cette fois non pas par tension mais par respect. Ahmed Keïta observait toute la scène, comme toujours, depuis sa position de neutralité vigilante. Mais même lui le savait, le sol venait de bouger. La jeunesse, autrefois considérée comme naïve, façonnait désormais la conversation. Et même les vétérans le sentaient. Lorsqu'Ibrahim descendit de la scène, Mariama le serra dans ses bras, les yeux embués d'émotion. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Mais ce n'est que le début. Aël acquiesça. Il le savait. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières s'éteignaient et que la dernière session touchait à sa fin, Ibrahim et Alassane se retrouvèrent en privé. Ils s'assirent face à face, sans titre, sans foule. « Tu m'as rappelé le temps où je rêvais encore » dit Alassane, la voix basse. Mais le temps endurcit les hommes. Alors peut-être, répondit Ibrahim doucement, qu'il est temps de rêver à nouveau. Ils restèrent silencieux. Mais ce silence n'était pas vide. C'était un silence chargé de promesses. La promesse de quelque chose de nouveau. Avec le soutien d'Ahmed Keïta, la vision commença à se concrétiser. Il aida Ibrahim et Alassane à rédiger un programme de travail commun. Un programme qui alliait idéalisme et pragmatisme, vision à long terme et contrainte du réel. Pendant ce temps, Mariama demeurait le cœur battant du mouvement populaire, mobilisant les communautés pour que leur voix résonne jusque dans les couloirs de marbre du pouvoir. Ce fut un effort collectif, un effort qui unissait les générations, les origines et les idéologies sous une même bannière de sens partagé. Le forum se poursuivit avec des débats passionnés, mais le ton avait changé. Une volonté de collaboration flottait dans l'air. Là où il y avait eu de la résistance, il y avait désormais de la réflexion. Des délégués qui avaient autrefois rejeté les propositions d'Ibrahim commencèrent à les reconsidérer, non pas sous la pression, mais portés par l'espoir. Une chose devint claire. Quelque chose de fondamental avait changé. Même les vétérans les plus endurcis, ceux qui raillaient autrefois les idées d'autosuffisance régionale, commencèrent à voir que la vision de Traoré n'était pas utopique. Elle était urgente. Elle était nécessaire. Le dernier jour, les dirigeants se réunirent une dernière fois. Ils signèrent une déclaration conjointe, un engagement à œuvrer ensemble pour une Afrique de l'Ouest plus juste, plus autonome et plus unie. Ce n'était pas un simple document politique. C'était un symbole, une réconciliation entre le passé et l'avenir, entre la peur et la possibilité. Ibrahim observa les signatures apparaître, une à une, avec un calme empreint d'accomplissement. Il savait que le plus dur restait à faire. Les idées, aussi puissantes soient-elles, ne valent rien sans exécution. Mais pour l'instant, ce moment était réel. Alassane Ouattara, encore prudent mais visiblement changé, se présenta devant la presse cet après-midi-là et fit une déclaration que peu avaient anticipée. « Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, dit-il. Et si nous voulons réellement construire un avenir meilleur, nous devons commencer par écouter des voix qui ne reflètent pas les nôtres. » La salle répondit par des applaudissements. Pour beaucoup, c'était un tournant. Non seulement dans le discours, mais dans l'esprit. Mariama poursuivit son travail à travers la région, organisant des forums dans les villes comme dans les villages, rassemblant jeunes leaders, enseignants et élus locaux pour transformer les idées en plans concrets. Son énergie était contagieuse. Sa présence, magnétique. Elle n'était plus simplement une militante. Elle était désormais un symbole de continuité et de dynamique. Pour Ibrahim, elle était plus qu'une alliée. Elle était une partenaire. Si vous croyez qu'une petite nation peut se tenir debout face aux grandes puissances, si vous croyez que l'Afrique mérite d'écrire elle-même son destin, si vous voyez dans les yeux du capitaine Traoré une flamme inébranlable, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour soutenir, mais pour nous rejoindre. Rejoignez une vague d'éveil, une vague de fierté, d'un nouvel esprit africain. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso. C'est un appel à tous ceux qui croient encore en la justice, en la liberté et en l'honneur. Ensemble, nous ne ferons pas qu'être témoins de l'histoire, nous allons l'écrire. Ahmed Keïta resta en retrait. Mais sans lui, rien de tout cela ne se serait tenu. Il avait construit des ponts invisibles, veillant à ce que le dialogue ne bascule jamais dans la division. Sa diplomatie discrète lui valut le respect de tous les camps. Même Alassane se mit à l'appeler
le fil qui tient le tissu ensemble. Alors que le forum touchait à sa fin, Ibrahim se tenait à l'extérieur du bâtiment, contemplant le coucher de soleil sahélien s'étendre sur la savane. Il repensait à tout ce qui avait été dit, remis en question, promis. Il savait que les épreuves viendraient. Mais il savait aussi qu'un mouvement avait commencé. Le changement commence, pensa-t-il, quand nous cessons d'avoir peur de notre propre voix. Quelques mois plus tard, l'impact était indéniable. De nouveaux partenariats régionaux virent le jour. Des initiatives TNU une présence. Les mots d'Ibrahim n'avaient pas seulement changé les esprits. Ils avaient ouvert les cœurs. Et à travers tout le Sahel, quelque chose d'extraordinaire avait pris racine. Pas simplement une réforme, mais une croyance. Le combat de Mariama continuait désormais avec plus de soutien et de visibilité que jamais auparavant. Elle parcourait les régions, aidant à mettre en œuvre les idées nées au forum. Dans chaque ville qu'elle visitait, elle rencontrait des jeunes, enthousiastes, déterminés, prêts à agir. Sa présence éveillait des flammes chez les autres. Sa voix ouvrait de l'espace pour d'autres voix. Son leadership inspira unvague. Dans les villes comme dans les villages, de jeunes activistes commencèrent à se lever, non pas dans son ombre, mais dans sa lumière. Pendant ce temps, Ahmed Keita était devenu une figure essentielle en coulisses. Son rôle de médiateur s'était élargi, comblant les fossés entre des camps qui refusaient autrefois de se parler. Il n'était pas sous les projecteurs. Il n'en avait pas besoin. Son don résidait dans sa capacité à rendre le dialogue possible, longtemps après que les applaudissements se soient tus. Quant à Ibrahim, lui aussi avait changé. Il ne considérait plus le leadership comme le pouvoir de convaincre, mais comme la force d'inspirer. Un soir, alors que le soleil plongeait doucement derrière la savane dorée, il se tenait seul, observant le vent caresser les hautes herbes. Une pensée lui revint, une pensée qu'il habitait depuis cette première confrontation, depuis ce tout premier moment où il avait choisi de parler avec vérité et non avec prudence. Le changement commence quand nous cessons d'avoir peur de nos propres voix. Ce n'était plus seulement une devise. C'était devenu un repère. Gravé dans chaque projet qu'il soutenait, chaque politique qu'il débattait, chaque conversation discrète qu'il partageait avec ceux qui croyaient encore que la dignité pouvait naître de la terre elle-même. L'héritage du forum perdurait, non pas comme une note de bas de page politique, mais comme une mémoire partagée. Une preuve que même en temps de division, les peuples peuvent trouver la convergence s'ils la choisissent. Et cette leçon résonnait à travers les générations. D'autres nations commencèrent à adopter des approches similaires, favorisant la durabilité locale, l'entraide mutuelle et la coopération régionale. À travers l'Afrique de l'Ouest, un basculement s'opérait, non pas bruyant ou spectaculaire, mais progressif, réfléchi. Au Burkina Faso, le changement était visible. Des projets d'agriculture durable commencèrent à revitaliser des villages autrefois oubliés. Des écoles surgirent là où il n'y en avait jamais eu. Des centres technologiques offraient aux jeunes un aperçu de futurs autrefois inaccessibles. Le progrès ne venait plus de contrats étrangers, il émergeait de l'intérieur. Et Ibrahim était là. Non pas comme un chef d'État distant, mais comme un homme à l'écoute, un compagnon de route. Il arpentait les sentiers poussiéreux, s'asseyait auprès des agriculteurs, rejoignait les enfants en classe. Il célébrait les victoires non par des discours, mais par sa présence. Il connaissait la vérité. Le véritable progrès commence à la base, pas dans les palais. Et un jour, debout au sommet d'une colline surplombant une communauté qu'il avait autrefois visitée en silence, il le ressentit à nouveau, ce mélange de fierté et d'humilité. Il savait que la route à venir serait encore longue. Mais il savait aussi que le rêve ne lui appartenait plus seulement. Il appartenait à tous ceux qui avaient le courage d'y croire. Notre destin, murmura-t-il pour lui-même, appartient à ceux qui ont le courage de le façonner. Et quelque part, dans un village ou une capitale, une voix s'élevait pour faire exactement cela. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Forum du Sahel n'est pas seulement un récit politique, c'est une leçon profonde de leadership, de courage et de puissance collective. En son cœur, elle nous enseigne que le véritable changement ne commence pas dans les salles de conférence ni dans les déclarations officielles. Il commence au moment où quelqu'un ose parler, non avec arrogance, mais avec clarté. Il commence quand une voix,
longtemps réduite au silence, choisit de s'élever, non pour dominer, mais pour inspirer. L'une des leçons les plus marquantes, c'est que le vrai leadership ne consiste pas à contrôler, mais à connecter. Traoré avait compris que diriger ne signifie pas imposer d'en haut, mais faire naître la foi d'en bas. Sa plus grande force n'était pas dans ses discours puissants, mais dans son écoute des agriculteurs, des étudiants, des jeunes activistes comme Mariama. Il avait compris que l'avenir n'est pas écrit par ceux qui parlent le plus, mais par ceux qui écoutent avec le plus de profondeur et agissent avec le plus de bravoure. Mariama, elle aussi, nous a appris quelque chose d'essentiel, que le changement à la base n'est pas seulement possible, il est indispensable. Son engagement sans relâche à mobiliser les communautés, à porter les récits locaux sur la scène nationale et à donner une voix aux oubliés dans l'élaboration des politiques a prouvé que la transformation commence là où personne ne regarde, chez les invisibles, les ruraux, les oubliés. Son leadership est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un titre pour diriger, il faut de la conviction, de la résilience et une communauté qui croit en elle-même.